Eh bien, salut à toutes et à tous. On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de Clés d'Histoire, à la recherche des petits détails et des événements qui ont fait basculer le cours de celle-ci. Aujourd'hui, on va s'attarder sur un véhicule qui n'a pas particulièrement fait changer l'histoire, certes, je me contredis, mais il est important de le mentionner, puisque ça reste le véhicule blindé, autrement dit le char, le plus énorme qui n'a jamais été conçu. Je ne trouve pas les mots. Si vous le connaissez, vous voyez très bien duquel je veux parler. Sinon, vous allez comprendre pourquoi dans la suite de la vidéo. Je parle évidemment du Mose. Ouais, c'est pareil. Pour vous resituer comment ce char est arrivé à la production, eh ben, il faut repartir à l'origine. Vient de l'opération Barbarossa. L'opération Barbarossa, on se rappelle, c'est quand l'Allemagne a décidé d'envahir la Russie malgré un pacte de non-agression entre les deux nations. Durant la Seconde Guerre mondiale, évidemment. L'offensive allemande a malgré tout été une grande réussite durant le début de cette opération sur le front Est. Cependant, avec le début de la réelle opposition russe, l'opération Barbarossa a vite viré au fiasco. Parce que, eh bien oui, comme vous le savez sûrement, la température et le climat en Russie n'est pas le même qu'en Allemagne. Vous allez me dire, mais qu'est-ce que c'est vient de foutre ici? On parle pas de météo, on parle d'histoire. Eh bien évidemment, mais ça a tout de même son importance. Les chars allemands et même, j'ai envie de dire, l'équipement allemand complet n'étaient pas préparés au climat rude de l'hiver russe. Non préparés à l'envahisseur, Staline dut réorganiser toute l'économie du pays afin de maximiser la production de véhicules blindés et donc d'équiper l'armée afin de se protéger au maximum. Tout cela a pris une petite année, bien sûr aidé par l'hiver de 1941 qui fut dramatique pour les Allemands, et heureusement, une production massive de chars, donc surtout des petits chars comme les BT-5 et les BT-7. Les Allemands arrivent donc au port de Moscou dans l'hiver, ce qui les ralentit et les empêche de prendre réellement la ville, et se feront stopper par la machine soviétique enfin en marche, qui les repoussera jusqu'en 1945 à Berlin. De toute façon, la défaite de l'opération Barbarossa, et même la défaite de l'Allemagne, fut signée par 3 batailles. Stalingrad, Leningrad et Moscou. Les 3 batailles qui ont fait que l'Allemagne ne pourrait pas gagner la guerre. Les BT soviétiques étaient efficaces par temps froid, car conçus pour fonctionner par des températures très froides, voire même très négatives. Mais néanmoins inefficaces contre les chars Panzer IV en grande partie. C'est ainsi que les Russes développeront un char équivalent au Panzer IV allemand, le T-34, le fleuron et la fine fleur de l'armée soviétique, pendant un bon bout de temps. Que le T-34, désigné comme le meilleur char de la Seconde Guerre mondiale, désigné par les Russes, les Allemands, mais aussi par les États-Unis, et ça a dû leur faire mal de l'admettre. Cependant, ce n'était pas assez pour le gouvernement soviétique, qui en plus des T-34 souhaitait des chars lourds. Ils font donc la mise en place de chars comme le KV-1 ou le KV-2, qui étaient littéralement les chars les plus technologiques de leur époque. Suite à la conception de ces deux magnifiques engins, la Russie se créa une armada capable de rivaliser avec celle de l'armée nazie. La machine soviétique était officiellement et pour de bon en marche. En 1942, les Allemands voient les Panzer IV se faire exploser par la machine soviétique et décident de passer à la vitesse supérieure en créant les Panzer VI, des chars lourds pour rivaliser contre les KV-1 et les KV-2. Ce sont ceux que vous connaissez sous le nom de Tigre. Sa variante Tigre 2, qui porte également le nom de Panzer VI, ne m'expliquez pas pourquoi alors que ces deux chars n'ont rien à voir, même pas le canon. Il y a eu également des Panzer V, les Panthers, qui étaient l'amélioration directe des Panzer IV, sachant qu'ils n'ont également rien à voir, c'est pas une amélioration, c'est un nouveau développement. Suite à cela, un concours de celui qui a la plus grosse armée, évidemment, la plus grosse armée, se lance, car à la vue des tigres, les Russes décident de mettre au point certains chars pas très connus qui s'appellent les JS. Ça vous dit rien? C'est normal. En Europe, et dans tous les pays occidentaux d'ailleurs, on appelle ça les ZS, qui est un abus de langage, parce que il signifie Joseph Staline. Comme KV signifie Kliment Voshirov, le représentant de l'armée à l'époque, le char soviétique lourd IS, donc JS, signifie Joseph Staline. Autrement dit, pas besoin de faire des dessins sur qui est ce petit bonhomme. Les chars JS sont également une puissance de feu monumentale. Un char lourd de 46 tonnes, certes plus léger que son homologue allemand, mais beaucoup plus fiable. Les Allemands répliquèrent avec la deuxième version du Tigre, c'est là qu'elle rentre en service, qui est juste plus grosse, plus ostentatoire et un peu plus efficace, certes avec un meilleur blindage. Et l'URSS emboîta de nouveau le pas avec le
JS2. Surprise, on prend un truc qui marche. Les Russes, c'est simple, hein. On prend un truc qui marche. Ça marche, on se fait battre, pas grave. On fait la même chose en un petit peu mieux. On rajoute du blindage, on met peut-être une meilleure tourelle, peut-être un meilleur canon. Non, le canon il marche, on garde le canon, ils font tout pareil. Tant que ça marche, ils gardent. Et si ça marche pas, ils changent un petit truc et voici si ça marche. Ils perfectionnent. C'était des perfectionnistes. Bon, en même temps, c'était surtout des gros économistes, mais également des perfectionnistes malgré tout. Mais pour l'heure, vous devez savoir également que le Maus s'appelle le Panzer VIII, la suite logique du Panzer VI, autrement dit, le Tigre. Les plus malins auront remarqué qu'il manque le Panzer VII, aussi appelé projet Lowe, qui n'a jamais vu le jour, c'est resté sur une planche à dessin. On a juste des croquis et des modélisations 3D aujourd'hui. Et on fera un épisode sur les projets non aboutis, parce que celui-là, on dirait un ovni. Qui aurait pu produire, qui aurait l'idée de produire un char qui ressemble à un vaisseau spatial? Dégage, toi, t'es 1954. On parlera de lui une prochaine fois. Le char que vous voyez ici est une représentation de par le jeu War Thunder, donc le plus fidèle possible, évidemment, en termes de design, et c'est le Maus. On a en droit de s'attendre, avec un nom pareil, Maus, à un char énorme, un truc qui doit être gigantesque et absurdement énorme, ce qui est le cas. Mais chose drôle, le Maus, ça signifie souris en allemand. C'est une théorie personnelle, ça par contre, le projet devait s'appeler à la base le Mammoth, qui serait bien plus logique. Mais les Allemands ont déjà conçu un char qui s'appelle Ferdinand, aussi appelé le Éléphant, qui est un chasseur de chars lourd. De mon avis, je pense que les gars ils se sont dit, attends, on a fait un truc qui marche du feu de Dieu, quand il veut, bien sûr, parce que ça c'est une base de tigre, donc voilà, qui est lourd. Si on l'appelle Mammoth, ils vont s'attendre à quelque chose d'encore plus gros. Alors que si on s'appelle Souris, peut-être qu'ils vont penser à un tout petit truc. Vous avez déjà fait le coup avec le Goliath, hein, les copains. Ouais, vous savez, ce petit truc radiocommandé qui est tout petit, mais qui s'appelle Goliath comme si c'était un truc immense. Bon, après, ça fait des dégâts immenses, certes, mais bon. Ils ont donc appelé cet engin le Maus Souris. C'est sympathique. Mais attention, le Maus à ne pas confondre avec un homologue, avec son homologue et sa pseudo-amélioration, le E100, qui lui aussi est resté à l'état de prototype. On peut différencier rapidement ces deux chars qui ont un châssis très similaire, de par plusieurs faits. Déjà par le fait que le E100 est plus petit en taille, a des jupes qui couvrent les chenilles sur les côtés arrondis, et un empattement de châssis, un empattement de chenilles, des chenilles en elles-mêmes, plus large. Je fais un petit passage rapide pour vous informer que le Maus n'est visible qu'à un seul endroit en exposition, c'est à la ville de Kubinka au sud-est de Moscou. C'est la seule raison que j'ai d'aller en Russie, c'est voir le Maus, parce que c'est à voir. Personne ne se rendra compte de sa taille avant d'être tombé dessus. Assez flagrant, je pense. Même si je vous mets une image, hein, la taille d'un mec par rapport au Maus, on va se dire, waouh, c'est gros, mais j'aimerais bien être à côté pour avoir une voix. Il faut savoir que notre cher petit moustachu adoré fit le capricieux à vouloir un char de 100 tonnes pour concurrencer les Russes. Il était persuadé que les Russes allaient faire un truc bien plus gros que les IS. Sachant que le LOE, projet abandonné et avorté pour le Maus, faisait 90 tonnes. Ah, il a chialé pour 10 tonnes. Il est intéressant de notifier que les Tigres et les Tigres 2 faisaient environ 60 tonnes et environ 70 tonnes, déjà qui était pas mal, et bien supérieur aux autres. Les chars américains Sherman, plus précisément le Jumbo, le char lourd américain Sherman, le plus blindé, donc le plus lourd, en faisait 38. Le char lourd anglais Churchill MK3 en faisait 40. Et le char IS-2 en 1944 était de 46 tonnes. Donc on était quand même déjà avec les Tigres lambda bien au-dessus de tous les standards des chars lourds conçus à l'époque. Il était persuadé que les gens allaient faire encore plus. Donc il a demandé de faire plus de 100 tonnes. Après les ingénieurs ils ont pas été cons, ils se sont dit nous casse les couilles pour 100 tonnes, t'inquiète. 188 tonnes. Le Maus, 188 putains de tonnes. Il n'avait plus de quoi râler. De toute façon, il n'allait plus râler pendant très longtemps. La date fatidique de 45 approche. Le projet connut bien des désagréments, puisqu'il faut savoir que les bombardements alliés détruisaient, par hasard ou non, les usines où le Maus était conçu. Ce qui a grandement retardé sa production et donc sa mise en service.
La majorité des bombardements en plus touchaient l'usine des tourelles. C'est pour ça que sur les 2 chars produits, seul un avait une vraie tourelle, l'autre était en bois. Elle avait servi de maquette et elle servit finalement à être montée sur le char pour tenter de faire quelque chose avec, je sais pas. Mais elle fut montée sur le char en bois. Lors des essais d'ailleurs, les chars partaient mal. Ils s'enfonçaient dans le sol sous leur propre poids. En même temps avec 188 tonnes, on peut se comprendre, ça peut se comprendre assez facilement. Et vous n'êtes pas sans savoir que quand un char a une panne, les gars devaient le réparer. Et ouais, il n'y avait pas une assistance dépannage qui venait avec des remorquages pour le traîner et l'amener derrière les lignes afin de réparer. Il y a eu de ça évidemment, mais tracter un truc de 188 tonnes, pas trop envie de l'essayer, quoi. Ça prendrait plus de temps de le tracter, de le réparer, de le refaire avancer, parce qu'on parlera de sa vitesse après. Mais juste pour votre information, changer une maille de chenille, vous avez voyé là la chenille, il y a des plaques en métal qui la composent en simple. Une maille de chenille, ça prenait 8 heures de travail non-stop pour les 6 membres d'équipage. Tu te vois t'arrêter au milieu du champ de bataille sur un champ de mine, changer une maille de chenille en 8 heures, sous des feux alliés et ennemis, avec des bombardements constants, d'aériens et d'artillerie. Ouais, fallait pas en perdre une de chenille, sinon c'était mort. Déjà, même ça, c'était assez con. Sans compter les défauts de transmission qui étaient très récurrents. Parce que oui, j'ai dit que les Tigres n'étaient pas très fiables. La transmission y est pour quelque chose. Ils ont gardé le même principe. Ils n'ont pas changé. Marque de fabrique allemande, transmission pas fiable. Deutsche Qualität, comme ils disent. Deutsche Qualität. Deutsche Qualität. Sans compter la consommation de carburant de 35 litres au kilomètre. On rappelle que la situation économique de l'Allemagne et donc des matières premières n'était pas au top. Balancer la tonne de carburant là-dedans, c'était peut-être pas le meilleur projet qu'ils aient eu. Donc pour vous, on va faire un petit calcul. Téléphone. Alors on prend 35 litres au kilomètre. Ok. Le mot, ça fait 2 réservoirs. 2 réservoirs, celui interne faisait 2700 litres et celui externe en faisait 1500. C'est le gros bidon qui est à l'arrière. Pratique pour stocker du carburant, on va pas se mentir. Un peu moins pratique pour la protection du truc. Si ça prend feu, on a un peu dans la merde, mais bref. Donc, on part du principe qu'on additionne les 2 réservoirs et qu'on divise par 35 litres. Évidemment, ça nous fait 120, donc le char pouvait faire 120 km avant d'être en panne sèche. 35 litres au kilomètre, 120 bornes, pas fou, hein. Sans compter que, la meilleure condition, une vitesse de pointe estimée à 14 km/h. Sur route, donc sur un terrain plat sans bosse. Si tu le fous sur un champ de bataille, donc là où il va aller littéralement, c'est 10 km/h. Alors je sais que le front ne bouge pas de 120 bornes tous les jours, mais quand même, 120 bornes, c'est pas beaucoup. Sans compter que c'était 14 km/h sa vitesse max. Donc il allait pas vite, il allait pas loin, il consommait la balle. Sans compter aussi les problèmes techniques, parce que la tourelle du MOS était électrique. Si le char était penché à plus de 10 degrés sur le côté, la tourelle ne tournait pas, trop lourde. Donc il fallait vraiment être à plat pour tirer sur le côté. C'est pratique. Si on voulait la faire tourner malgré tout, on pouvait. Il fallait mettre une force de 30 kg pour faire tourner la tourelle en mode manuel. C'est me dire, ouais mais 30 kg ça va, un homme ça fait quoi? Ça fait 80 kg, moi je fais à peu près 90 kg, donc ouais, ça fait dans ces eaux-là. T'imagines mettre tout ton poids sur un levier pour faire tourner la tourelle. Est-ce que t'as vu le film de T-34? Là où le film où t'as un équipage russe qui s'enfuit d'un camp de concentration allemand avec un char russe. Bah moi je l'ai vu et je peux t'assurer que dans la scène où tu vois le mec qui tourne la manivelle à pleine balle. Faire ça sur le MOS, ça devait pas être simple, même en mettant tout ton poids, parce qu'il faut tourner vite, hein. Quand t'as besoin de tourner, il faut tourner la tourelle.
Dans un monde bien différent, le Maus aurait pu devenir une vraie machine des enfers. Mais son poids, sa taille, sa motorisation et plein d'autres détails fait que cet engin resterait à l'état de prototype. Parce que oui, ils sont sortis, certes, conçus, mais c'était les chars de test qui ont été pris par les Russes. Ce char fait donc partie des secrets de l'histoire, de par sa classe de super lourd, qui doit être sûrement le seul à posséder, avec 188 tonnes, je pense que peu ont passé la barre des 100 tonnes, hein. Son ingénierie chaotique, mais également de par ses ingénieurs de la Wehrmacht qui ont fait un travail malgré tout phénoménal, faut le remarquer, et le directeur du projet n'était autre que Monsieur Ferdinand Porsche, qui a essayé de se rattraper face à son précédent échec, le Panzerbewagen 6, le Tigre original, celui que personne n'a jamais vu en combat parce qu'il a eu un petit incident avec le moustachu, on en parlera dans une autre vidéo. J'espère que cette vidéo vous a plu, que j'ai pu vous apprendre un nouveau petit détail sur l'histoire et sur la Seconde Guerre mondiale du coup en particulier. N'hésitez pas à mettre un commentaire pour donner votre avis sur cette vidéo, je suis preneur des critiques, même des mauvaises comme des bonnes. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu si ça vous a plu, à partager la vidéo, à vous abonner. Sur ce, à la prochaine. Mauvaise idée.